Bienvenue à notre conférence du jour qui a pour titre 5 pièges ou erreurs à éviter lors de la recherche d'une maison d'habitation en Allemagne. Mon nom c'est Arnaud Defoe et bienvenue dans cette conférence. Le contenu comme d'habitude, en premier lieu comme d'habitude les disclaimers, ensuite on en a le vif du sujet. On ira donc sur le premier point important, ne pas se documenter. C'est une erreur ou un piège à éviter, il faut absolument le faire. Le second point sera acheter sans considération de long terme. Troisième erreur, ne pas faire, c'est chercher à éviter des frais d'agent immobilier. Ne pas s'entourer d'experts immobiliers vient ensuite. Et le dernier point à éviter, c'est le fait de ne pas laisser une bonne impression. Donc ensuite, je vous déroulerai mon offre d'accompagnement et on continuera donc sur les conférences passées prochaines. Donc, comme d'habitude, les agréments et disclaimers, la conférence suivante sera partagée sur mon canal, le cercle d'investissement. Et en général, les informations que je présente ici sont basées sur mon expérience personnelle. Et je ne peux donc pas être tenu comptable si, lors de l'application de certains conseils ici proférés, vous rencontrez des difficultés. Je vous demande de vous rapprocher chaque fois des experts agréés à cet effet. Là, on va donc au vif de la conférence. Le premier point, la première erreur à éviter, c'est ne pas se documenter et de ne pas par là donc connaître les basics, hein, les bases vraiment, lorsque on s'engage dans la recherche, n'est-ce pas, d'une maison d'habitation en Allemagne. Je donne quelques points ici, juste pour orientation. Il faut bien se préparer déjà. Et ça commence par, en général, connaître, parce qu'on veut acheter une maison, connaître quel est l'accompagnement qu'on peut avoir d'une banque, quelle est la somme que la banque peut prêter, peut nous prêter, quels sont les coûts annexes de l'achat d'une maison, par exemple, quels sont les frais, quelle est la hauteur des frais de notaire, quels sont les impôts dont il faut s'acquitter lorsqu'on achète une maison d'habitation, est-ce qu'il y a des frais d'agent immobilier, à combien est-ce qu'ils s'élèvent en général. Est-ce qu'on a toutes ces données-là? On a une certaine préparation. Quels sont les types de maisons, hein? Une maison unifamiliale, par exemple, comparée à un appartement. Est-ce qu'on comprend ce que c'est? Est-ce qu'on comprend les différences, surtout les différences économiques, hein? Il faut savoir qu'une maison, par exemple, unifamiliale, a des coûts d'entretien plus élevés qu'un appartement. Ça, c'est en général. Pourquoi? Parce que dans la maison unifamiliale, il est probable que vous ayez, par exemple, un appareil de chauffage. Vous devez l'amortir vous-même, hein, puisque vous êtes dans une maison unifamiliale. Dans l'appartement, vous avez souvent le même appareil qui ravitaille un bâtiment et cet appareil-là, vous l'amortissez ensemble avec plusieurs personnes, tous ceux qui habitent en général dans l'appartement, dans le bâtiment. Donc, plusieurs appartements, donc pour amortir le même appareil, quelquefois. Et cette différence de coût-là, il faut les comprendre. Il faut comprendre en principe donc les différences économiques des types de maisons, hein, les différents thèmes de coûts, en termes, ce genre de choses en principe. Ensuite, il faut connaître les principaux sites de recherche et les stratégies. Hein. Pour faire des recherches, il y a les sites qu'on connaît en général, Immobilien Scout 24, qui est le premier site dans n'est-ce pas, la publication des offres de maisons, d'habitation ou de maisons en général. Si on ne le connaît pas, on a perdu au moins 50% des offres disponibles sur le marché. Hein. Donc, il faut connaître ces sites-là, et connaître les différentes stratégies qu'on peut adopter pour pouvoir pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir accès, avoir le meilleur accès possible, n'est-ce pas, aux maisons qu'on souhaite avoir. Il y a des stratégies qu'on peut tout à fait rechercher qui sont disponibles. Il faut connaître les phases de l'achat aussi, c'est important. Savoir en principe que je ne dois pas par exemple signer un document disant que je m'engage à acheter une maison avant d'avoir
d'être passé chez le banquier et que le banquier m'ait donné ce qu'on appelle un financement Bestätigung pour me certifier qu'il pourra me financer l'achat de cette maison en question. Il faudrait savoir que lorsque je signe un document, par exemple, chez l'agent immobilier disant que oui, je veux bien acheter à tel prix, que je sache que en général, l'agent immobilier peut, s'il l'a écrit, si c'est écrit dans le contrat, qu'on signe de réservation, il peut directement demander au notaire, un notaire, n'est-ce pas, de préparer la documentation. Et si plus tard je reviens, je dis à l'agent immobilier, ah non, je ne veux plus acheter, il est possible que le notaire me facture du contrat que j'ai signé au préalable de réservation. Il est possible que le notaire me facture, n'est-ce pas, les frais des travaux qu'il a engagés déjà pour la rédaction du contrat. Ça, c'est des trucs auxquels il faut faire attention et ne pas donc s'engager à un certain niveau si certains préalables n'ont pas été faits, n'ont pas été vérifiés. Donc ça, c'est déjà quelques exemples sur une erreur à ne pas commettre. L'erreur, n'est-ce pas, concrètement, de ne pas se documenter. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est acheter sans considération de long terme. En Allemagne en particulier, il y a des dynamiques démographiques qu'il faut connaître. Il y a des dynamiques économiques qu'il faut connaître et beaucoup d'autres paramètres encore. J'ai choisi ces deux points parce qu'ils sont, à mes yeux, tout à fait importants. J'ai pris un exemple ici. Que vous pouvez retrouver sur ce lien, sur le site de l'Institut de statistique de la province du Essen. Et là, à droite, je vais directement sur le lien, vous verrez. Là, on a les statistiques démographiques de l'Allemagne et en particulier de la province, n'est-ce pas, du Essen. Vous voyez ici, par exemple, que d'ici 2040, donc à peu près dans 20 ans, la ville de Francfort am Main aura gagné 15% d'habitants, 15% en plus par rapport à la situation de 2018. Par contre, une ville comme, disons, Fulda va en perdre, une ville comme Kassel, pas le centre, mais plus les villes, on va dire le département de Kassel, à part, n'est-ce pas, le centre de Kassel va perdre 7% d'habitants, et des villes qui sont dans l'arrondissement de Vogelsbergkreis vont en perdre jusqu'à 23. Donc, si quelqu'un est à Alsfeld, par exemple, ou à Lauterbach, des villes qui sont dans cet arrondissement, alors il faut qu'il sache qu'en s'engageant, en achetant, par exemple, une maison d'habitation dans cette ville-là, qu'il sache concrètement que cet arrondissement va perdre 23% de ses habitants dans 20 ans et que s'il compte revendre cette maison d'habitation là parce que par exemple les enfants ne seront plus à la maison, seront à l'université en train d'étudier, s'il compte revendre ce bien là, il est possible que ce bien ait perdu en valeur par rapport à aujourd'hui. Ça c'est une donnée, importante. Je reviens dans la présentation donc rapidement. C'est une donnée démographique, il y a des données économiques. La question à laquelle il faut répondre ici, c'est de dire, OK, à quoi va ressembler la ville dans laquelle j'achète une maison d'habitation dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que cette ville-là est bien placée, n'est-ce pas, dans le futur? Parce que si aujourd'hui on a une ville qui n'est pas bien préparée pour le futur, hein, les transformations technologiques qui arrivent dans le futur, il est possible que la ville perde donc, que les industries qui sont installées dans la ville aujourd'hui n'existent plus demain, tout simplement, et qu'il n'y a pas de nouvelles industries qui s'y installent, les industries du futur, hein, qui s'y installent, et qu'on n'est pas là une perte massive, n'est-ce pas, de pouvoir d'achat de la ville et qu'on se retrouve dans une ville tout à fait fantôme. Hein. On a quelques exemples aux États-Unis où dans certaines villes, un grand employeur fait faillite et la ville devient une ville fantôme tout simplement. J'ai pris un exemple ici, la ville de Darmstadt, qui suit son site ici, présente des données économiques et aussi, n'est-ce pas, une estimation de la préparation de la ville aux technologies du futur. Si vous regardez ici à droite, vous voyez que la ville de Darmstadt a été nominée comme ville du futur numéro 1 dans toute l'Allemagne. Donc, ça c'est Wirtschaftswoche et Immobilien Scout qui lui ont donné ce prix-là. C'est une ville donc qui est préparée, très bien préparée pour
pour, n'est-ce pas, économiquement pour le futur. Donc, ce qui prouve que ça nous montre tout simplement que de point de vue économique, la ville est vraiment prête et bien préparée pour accueillir les industries futures aussi, de manière à ce que la ville, même dans 20 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, continue d'être une ville, n'est-ce pas, économiquement stable. Donc, ça, c'était le deuxième point. Hein, acheter sans en considération de long terme. En principe, il faut, lorsqu'on s'engage dans un investissement immobilier qui, en général, est un investissement de long terme, il faut aussi donc avoir cette vue dans le futur. Le troisième point, la troisième erreur à éviter, c'est concrètement ne pas utiliser d'agent immobilier, au moins d'essayer explicitement d'éviter les frais d'agent immobilier. En principe, il faut savoir que les agents immobiliers ont la plupart des maisons, la plupart des maisons qui sont dans les villes attractives sont vendues par l'intermédiaire des agents immobiliers. Ça, vous pouvez le vérifier vous-même sur les sites, n'est-ce pas, comme Scout 24. Et il faut bien comprendre que l'agent immobilier est installé en général localement. Il est dans une ville ou dans juste quelques villes où il est actif. Et dans ces villes-là, il maîtrise, n'est-ce pas, le coin, connaît exactement où sont les maisons libres, où sont, n'est-ce pas, connaît même quelquefois l'historique des maisons. Et avec ce réseau local-là, en fait, il est capable, n'est-ce pas, en général, de bien servir, n'est-ce pas, ses clients, en ce sens. Donc, ne pas utiliser des agents immobiliers, en principe, c'est voilà, se priver des réseaux locaux qui peuvent être intéressants pour avoir son immobilier d'habitation. Donc, il faut bien comprendre aussi que les agents immobiliers ont aussi un rôle, n'est-ce pas, de régulation du prix. En général, les propriétaires de maisons sont liés émotionnellement à leur maison. Quand, par exemple, j'ai grandi dans une maison pendant 20 ans, les parents ne sont plus là et j'ai décidé de vendre la maison. Donc, je suis lié émotionnellement à cette maison-là et en général, je surestime la valeur de la maison. Quand je vais donc vers un agent immobilier, je lui dis, vends ma maison s'il te plaît. Lui, en général, il est donc capable de me dire, oh non, toi, tu te représentes que ta maison a une valeur, par exemple, d'1 million d'euros, mais en réalité, sur le marché actuel, ta maison vaut plutôt peut-être 700 000 euros seulement. Et il a les arguments en général pour convaincre les propriétaires. Il a dit non, comme vous voyez là, c'est nous qui connaissons, nous sommes les experts du milieu, nous connaissons les prix actuels. Et si vous essayez de vendre votre maison à 1 million, il est bien probable que vous ne puissiez la vendre, n'est-ce pas, dans un délai raisonnable. Donc, ils ont l'agent immobilier a donc, en conclusion, pour ce point, c'est le rôle de régulateur du prix. Et naturellement aussi, ça c'est le dernier point pour cette page, il permet en général une exécution rapide et sûre de l'achat. Vous avez des vendeurs, par exemple, qui, lorsqu'ils vendent sans agent immobilier, mettent une annonce sur le net, plus tard, vous vous engagez, vous dites, OK, vous allez visiter 2 jours plus tard, vous appelez, vous dites, ah non, vraiment, je ne vends plus, j'ai réfléchi un peu différemment, ah non, vraiment, je ne suis plus très sûr. Ce genre de truc arrive rarement lorsqu'il y a un agent immobilier au milieu. Ça arrive rarement parce que l'agent immobilier s'assure, n'est-ce pas, au préalable, que le vendeur est tout à fait sérieux, il sait ce qu'il fait, il est déterminé à vendre et tout. Et ensuite, en général, il signe un contrat avec le vendeur, ce qui fait en sorte qu'on est protégé très souvent de ce genre de surprise. Hein. Donc, c'était vraiment un avantage, un liste d'avantages, quelques avantages, n'est-ce pas, que j'ai recensé. Ce qui fait en principe qu'on est en un certain nombre d'avantages tout à fait déterminants lorsqu'on utilise, on travaille avec les agents immobiliers. Il faut bien donc en profiter. Il coûte de l'argent, c'est vrai, mais en principe, il valent leur pesant d'or. Ensuite, le prochain piège à éviter, c'est, n'est-ce pas, de ne pas... le piège à éviter ici, c'est de ne pas s'entourer d'experts immobiliers. En principe, il faut involver les experts et être accompagné par ceux-ci. Premier point, l'expert qui me vient à l'esprit,
Le premier point, c'est celui qu'on appelle le Bausaffechten, c'est-à-dire celui qui vérifie la substance de la maison, la substance et la qualité de la maison. Si vous ne trouvez pas, ou si vous trouvez qu'un Bausaffechten est trop cher, vous pouvez prendre un architecte expérimenté. Il peut en général aussi vous fournir un très bon travail. C'est celui-là, donc, tout simplement, qui va vérifier la qualité de la maison, vérifier si la toiture ne doit pas être changée dans 2 ans, vérifier si le mur n'est pas mouillé, hein, vérifier, n'est-ce pas, s'il n'y a pas de travaux cachés que votre œil non expérimenté ne voit. Mais lui, l'architecte ou le Bauhausarchitekt, lorsqu'il viendra visiter la maison, il va pouvoir vous dire, ah non, comme vous voyez, les fenêtres ne vont plus tenir longtemps, il faut prévoir 10 000 euros pour les changer, la toiture ne va plus tenir longtemps, il faut pouvoir prévoir tel nombre de milliers d'euros pour les changer. Et en principe, avec cet expert-là, vous avez donc une très bonne idée des rénovations et des coûts de rénovation que vous aurez à faire. Hein. Ça, c'était dans le Bauhausarchitekt. L'autre expert qu'il faut avoir, c'est l'Immobilienbewerter qui va vous faire une plausibilisation du prix d'achat. Concrètement, dire, OK, vous voulez acheter, vous trouvez une maison qui est en vente à 1 million d'euros, mais est-ce que cette maison-là vaut 1 million d'euros? Hein, c'est celui-là donc, l'Immobilienbewerter qui va donc concrètement vous faire un calcul et vous donner une plausibilisation sur ce plan. Et vous donner quelquefois aussi des arguments pour éventuellement discuter le prix. Troisième expert qu'il faudra involver, c'est le Finanzierungsvermittler. Là, c'est celui-là qui va comparer et rechercher pour vous des financements adéquats pour l'achat de votre maison. Il faut s'entourer de ces experts-là et lorsqu'on s'engage pour chercher une maison, pour acheter une maison, pour rechercher une maison d'habitation. Le point suivant, c'est celui-là de ne pas laisser une bonne impression. J'entends par là, avant la visite de votre maison d'habitation, puisque lorsque vous rechercherez, vous trouvez une maison d'habitation qui vous intéresse, vous prenez contact avec l'agent immobilier ou le propriétaire, et il y a un certain nombre de préalables, de politesses qu'il faudrait avoir avant la visite, pendant et après la visite. Donc je viens sur le premier point. Avant la visite, il faut, lorsque vous trouvez un objet, bien vous enquérir de l'exposé, bien lire l'exposé et concrètement avoir une certaine politesse dans l'expression, un certain sérieux dans l'expression lorsque vous parlez avec le propriétaire ou l'agent immobilier. En général, aujourd'hui, en tout cas, la situation sur le marché immobilier est telle qu'il y a moins d'offres que d'acheteurs. Moins d'offres que d'acheteurs, en tout cas en ce qui concerne les villes, la plupart des grandes et moyennes villes moyennes. Ça veut dire que quoi? L'agent immobilier et le propriétaire ont en général le choix à qui ils vendent la maison et à qui ils ne vendent pas. Donc, si déjà, par une malpolitesse ou des sérieux perçus, on peut vous éliminer, parce qu'en principe, il y a beaucoup d'autres personnes qui vont certainement vouloir avoir, n'est-ce pas, l'objet. Donc, bien lire l'exposé, c'est aussi particulièrement important, parce qu'en principe, il ne faudrait pas appeler et poser les questions qui sont déjà répondues dans l'exposé. Ça ne fait pas sérieux, ça ne fait pas poli. Et voilà, c'est des choses à éviter. C'est des petits conseils, n'est-ce pas, qui aident à ne pas être éliminé dès le départ, avant même que la course n'ait commencé. Pendant la visite, il faut visiter la maison, de l'appartement que vous trouvez. Il faut être réservé dans la critique, en particulier quand le propriétaire même actuel est présent. On a eu des cas où on a vu des propriétaires des maisons entrer en larmes, pleurer carrément, lorsqu'il y a eu un certain nombre de critiques qui ont été émises par ceux qui voulaient acheter la maison. Donc vous voyez que si déjà vous réussissez à faire pleurer le propriétaire parce que voilà, vous avez indiqué que il y a telle chose dans la maison qui ne sont pas en ordre, qui ne sont pas bien, vous comprenez que si le propriétaire a le choix, il ne vous donnera pas la maison, par exemple, de ses parents, la maison en vente. Donc en réalité, il faut tout à fait s'être critiqué, mais effectivement, il faut aussi se réserver dans la critique, critiquer de manière intelligente et tout. Donc, le dernier point ici, c'est la fiabilité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en principe que lorsque vous donnez
rendez-vous, pour une visite, que vous veniez aussi à ce rendez-vous-là et que vous y soyez là à temps. La fiabilité, ça signifie aussi que lorsque vous dites, OK, j'ai besoin de 2 jours pour réfléchir avant de donner une décision, que vous, 2 jours plus tard, vous puissiez proactivement appeler le propriétaire ou l'agent immobilier, lui dire, bon voilà, j'ai réfléchi comme conclu, je suis capable de prendre la maison ou je ne suis pas capable de prendre la maison. Ou alors je ne veux pas la maison, ou alors j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour réfléchir. Mais en principe, il faut être fiable ici parce qu'effectivement, comme je disais d'entrée de jeu, aujourd'hui, les propriétaires et les agents immobiliers ont plus ou moins le choix à qui ils vendent la maison ou pas. Et ça c'est, comme je l'ai dit, c'est valable pour la plupart des grandes et moyennes villes. Donc ce point est particulièrement important aussi parce que c'est ces petits soft skills là qu'il faut avoir lorsqu'on est engagé dans la recherche d'une maison, surtout dans la période actuelle. Donc en principe, un petit facette ici sur les différents points abordés. Il faut connaître les basiques, il faut se documenter. Si on peut acheter un livre qui parle, n'est-ce pas, de l'achat d'une maison familiale, une maison d'habitation, il faut vérifier si l'endroit où on souhaite acheter a un avenir, hein, acheter en considérant le long terme. Il faut involver le maximum d'experts possible, que ce soit l'agent immobilier ou d'autres experts immobiliers comme le Bausaufverständiger Immobilienbewerter ou le Finanzierungsvermittler, et se comporter de manière tout à fait polie et fiable lorsque on est dans le processus de visite de la maison en question. Là, j'ai fini avec un préalable mon exposé. Cette offre d'accompagnement, je l'ai faite déjà la fois passée, je la refais ici. Je propose d'accompagner pratiquement gratuitement ceux qui sont dans leur projet d'acquisition, d'achat de maisons d'habitation. En tant qu'agent immobilier moi-même et Immobilienbewerter, j'ai une certaine compétence que je peux proposer, que je propose ici, et mon offre est disponible. Vous pouvez me contacter pour en bénéficier. En principe, je cite quelques points, n'est-ce pas, sur lesquels, n'est-ce pas, je peux être tout à fait utile. C'est faire cette analyse-là, analyse démographique, économique de long terme sur le lieu de votre achat, le prix, la plausibilisation de votre prix d'achat, l'analyse de la qualité de votre financement. Et vous pourrez donc, si nous travaillons ensemble, bénéficier aussi des contacts, de mes contacts, n'est-ce pas, que je mettrai à votre disposition pour vous permettre de réaliser votre souhait d'achat immobilier. J'en ai fini avec cette présentation. La prochaine conférence, les prochaines conférences seront liées à l'immobilier, seront des thèmes autour de l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'en principe, je me suis tout simplement investi dans l'immobilier et puisque la demande est là et j'ai reçu cette demande-là, je propose donc de me focuser, de faire les prochaines conférences dans le domaine. Merci d'avoir écouté cette présentation et voilà, à très bientôt. Au revoir.